Aucune responsabilité établie jusque-là par le gouvernement après le drame de Matadi-Kibala. Le président de la République était au lieu du tragique accident hier en début de la soirée. Et autre drame, le massacre des déplacés Emma dans le camp de Boulé à Djougou. Les députés nationaux de l'Ituri ont condamné cet acte d'une rare barbarie avant de demander le classement de la milice Codeco sur la liste noire des organisations terroristes. Et dans l'actualité aussi, la CENI a présenté ce jeudi sa feuille de route en vue des élections de 2023. Denis Kadima a évoqué les éléments qui pourraient avoir une incidence sur les élections. Il y a notamment la faiblesse dans les moyens logistiques et le financement. En sport, le Sénégal est le premier à être qualifié pour la finale de la CAN 2021. Les Lions de la Teranga ont arraché leur victoire au Burkina Faso qu'ils ont battu 3-1. Bienvenue à vous et merci de votre fidélité. À la une, accident tragique de Matadi-Kibala. Le chef de l'État a visité en fin d'après-midi d'hier les lieux du drame. C'est avec consternation qu'il a reçu les explications des circonstances de cette tragédie. Félix Antoine Tshisekedi a instruit une nouvelle fois la délocalisation du marché. Reportage de la presse présidentielle. Une scène d'horreur ce mercredi matin à Matadi-Kibala, commune de Mongafula. Plusieurs vies, une vingtaine, fauchées sous les averses après la chute d'un câble haute tension sur un marché local tel que l'on peut le voir dans ces images filmées au moyen d'un téléphone. Les victimes sont la plupart des vendeuses de ce marché des fortunes. Très attristé par ce drame, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Sur place, il a été accueilli par le gouverneur de la ville de Kinshasa et de nombreuses autres autorités civiles et militaires sous des ovations frénétiques des habitants du quartier. Les responsables de la Société nationale d'électricité qui étaient sur place ont fourni plus d'explications au chef de l'État sur les circonstances de cette tragédie. D'après la SNEL, un coup de foudre a sectionné un conducteur de phase sous tension, lequel est malheureusement tombé sur le marché de Matadi-Kibala, se situant dans la servitude des lignes de transport de SNEL. Pour confronter les sources, le chef de l'État s'est également entretenu avec une vendeuse de ce marché et un chef coutumier du coin. Ces lieux, traversés par des câbles haute tension, ne devraient pas être occupés, a conseillé le président de la République. Cette question avait justement été évoquée lors du Conseil de ministres du 7 janvier 2022 où le chef de l'État avait instruit le gouvernement pour une délocalisation rapide du marché de Matadi-Kibala au vu du danger que représente son emplacement actuel pour la population. S'agissant des victimes acheminées à la mort de l'hôpital général de Kinshasa, le gouvernement de la République annonce la prise en charge totale des obsèques. Et toujours tragédie de Matadi-Kibala, les membres du gouvernement étaient en réunion d'urgence de crise justement hier soir pour évaluer le drame et en tirer les conséquences. Aucune responsabilité n'a été établie jusque-là. Le gouvernement s'est limité à faire un constat. On écoute Patrick Mouillère. Une réunion qui a été prévue depuis plusieurs jours parce que vous avez suivi le président de la République avait dans sa communication au Conseil de ministres du vendredi 7 janvier parlé de la nécessité de démolir, pas de démolir, plutôt de délocaliser le marché de Matadi-Kibala qui représente un potentiel de menace pour les personnes qui le pratiquent parce que situé entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central. Malheureusement, nous avons connu cet accident qu'on a connu ce matin et donc c'était aussi l'occasion de passer en revue le sujet dans sa globalité et voir le piste des solutions qui ont été envisagées. Le ministre de l'Urbanisme a annoncé qu'il y avait des sites qui avaient déjà été identifiés préalablement pour permettre de faire la délocalisation de ce marché. Mais nous avons aussi eu l'occasion de revenir sur les événements de la journée et la nécessité, par exemple, de regarder les détails d'identification des victimes, de comment les obsèques doivent être organisées, parce que le gouvernement a pris l'engagement
de le faire et de voir aussi quelles sont les mesures urgentes qu'il faut envisager par rapport à la problématique globale qui se pose dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, où vous avez des habitations qui sont aménagées sur le pied des pylônes de la SNEL, sur des servitudes où normalement on ne devrait pas construire. La question qu'on a abordée aujourd'hui est une question qui était déjà en cours d'étude depuis plusieurs jours au niveau du gouvernement, et donc des mesures seront prises parce qu'il y a d'autres réunions qui suivront celle-ci pour permettre de prendre des précautions et de prévenir les accidents du type que nous avons connu ce matin. La journée d'hier était aussi une journée sanglante à Djougou où une soixantaine de déplacés de Boulero ont péri après une attaque attribuée aux rebelles Codeco. Le caucus des parlementaires de l'Ituri se sont dit consternés puis révoltés en même temps par ce drame. Dans une déclaration, ces élus exigent entre autres l'effectivité des opérations de la mutualisation des forces entre l'armée congolaise et l'Ouganda. Les parlementaires élus de la province de l'Ituri sont préoccupés par la situation qui a prévalu la nuit du 1er au 2 février 2022 dans le territoire de Djougou, secteur de Bahema-Bagere et très précisément dans le cas des déplacés de Boulé, où les informations à notre possession font état d'un bilan humain très lourd de la suite de l'incursion notamment des éléments de la milice Codeco dans les 10 sites où près de 50 personnes lâchement massacrées et plus de 40 autres blessés, dont hommes, femmes et enfants confondus. Nous, élus légitimes de cette population abandonnée, sinistrée, vulnérable, exposée et vouée à la disparition systématique depuis un certain moment, dénonçons avec dernière énergie cette énième attaque que nous qualifions d'ignoble, macabre et génocide et des crimes contre l'humanité dans notre province Ituri. En conséquence, tout en prenant l'opinion nationale et internationale en témoin, nous présentons notre déception sur la légèreté avec laquelle la question de la sécurité est gérée en Ituri par le gouvernement central et la communauté internationale. De ce qui précède, nous, les députés nationaux et sénateurs de l'Ituri, déclarons ce qui suit. Condamnons des actes de massacre cruels et inhumains de la paisible population civile dans le site des déplacés, lieu censé être sous la haute protection conformément aux principes des droits internationaux humains. Et où étaient l'armée et la police pour prévenir ce drame qui s'est produit justement dans un camp des civils? Le lieutenant Jules Ngongo est en ligne avec nous pour répondre à quelques questions. Bonjour lieutenant, vous êtes le porte-parole de FARDC en Ituri. Vous avez justement suivi la déclaration. La question qui taraude les Congolais est celle de savoir si les camps des déplacés ne sont pas sécurisés par l'armée et ou la police. L'armée sécurise d'une manière générale toutes les zones conquises pendant les opérations ou en opération. Ça a été le cas dans toute cette zone-là. Mais aller protéger l'objectif comme les cas de déplacés, vous savez, la loi est claire à cette matière. Nous n'y sommes pas dans l'objectif, disons, dans le cas des déplacés. Mais nous protégeons tous ces environs. Selon aussi cette même loi, la police sécurise le camp de déplacés, mais pas à l'intérieur, mais aux environs. Mais pour les cas espèces ici, vous savez qu'on était d'abord en affrontement avec ces hors-la-loi, et lorsqu'ils n'ont pas pu résister à la force de forces armées ou devant l'armée, et cette milice a contourné pour s'infiltrer dans le cas des déplacés tard la nuit et commencer à tuer les gens à des coups de machette. Donc vous comprenez que l'ennemi n'a pas le moyen, la capacité, la possibilité de s'affronter et de tenir face au rouleau compresseur de forces armées. Et justement, quelles sont les dispositions prises pour empêcher ces massacres? Le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a instruit le commandant secteur à descendre sur le terrain, à mener tout d'abord les opérations de traque, de poursuite contre ces renégats, d'aider, boucher tous les huissiers qui
pour éviter toute infiltration dans les cas des déplacés. En même temps, prendre langue avec le responsable de ces camps pour boucher tous les ici et mettre en place des mécanismes d'alerte le plus rapide afin que les forces armées interviennent d'un temps rapide et de manière prompte pour sauver des vies humaines. Voilà ce qui est mis en place à l'heure où nous vous parlons, mais aussi mener les opérations contre ces renégats dans leur retranchement, et cela ne va pas permettre qu'ils soient en errance, parce que lorsqu'ils sont en errance, ils se font des massacres de cette manière. Merci, lieutenant Jules Ngongo. Et puis, visite d'inspection par les experts du gouvernorat du Nord Kivu des travaux de réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale. La délégation s'est dite satisfaite de l'avancement des travaux. 2 mois après le relancement par le gouverneur militaire du Nord Kivu, les travaux de réouverture de la route Sake-Masisi-Walikale évoluent bien sur le terrain. Le constat a été fait par les émissaires du gouvernement provincial du Nord Kivu qui ont séjourné dans la région depuis la semaine dernière et jusqu'à ce lundi 31 janvier 2022. Conduite par les coordonnateurs ad intérim du bureau d'études au cabinet du gouverneur, l'ingénieur Pacifique Pataouli, la délégation a procédé à évaluer l'état d'avancement et la qualité des travaux qu'exécutent les 3 entreprises engagées sur cette voie publique d'importance capitale pour l'économie de cette province. C'est l'état économique, quand même si la route est là, quand la route passe, tout le monde, on ne veut pas être des pauvres, chacun va se retrouver. À l'issue de cette descente, les coordonnateurs ad intérim du bureau d'études au cabinet du gouverneur, l'ingénieur Pacifique Pataouli, s'est dit satisfait du travail abattu. Il a appelé les 3 entreprises précitées à conjuguer plus d'efforts pour que vers fin mars prochain, les véhicules quittent Goma pour Walikale et vice-versa, tel que voulu par le gouverneur militaire Constant Dima. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous nous rendons compte que nos entreprises, sur les 3 lots, ils sont vraiment en train de travailler avec assiduité. À l'endroit des entreprises, c'est de fournir encore plus d'efforts parce que d'ici 2 à 3 mois, nous voulons que le véhicule vienne de Goma jusqu'à... Et processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante dévoile sa feuille de route ce jeudi pour la prochaine échéance électorale prévue en 2023. Elle est le résultat de 10 jours d'ateliers de réflexion et d'analyse par les experts clôturés le 5 décembre dernier dans la banlieue de Kinshasa. Avant cette réunion, Denis Kadima avait accordé une audience à la délégation des 6 confessions religieuses. Reportage de Jenny Kayembe. C'est un document qui va comporter, entre autres, le calendrier des opérations de cartographie électorale, des formations des agents électoraux, d'enrôlement des électeurs, d'acquisition des matériels électoraux, des déploiements de ces derniers, des votes, voire des réformes des textes légaux régissant les élections. Cette activité qui va se dérouler au siège même de cette institution d'appui à la démocratie connaîtra la participation des membres du gouvernement central et provincial, du président de la Cour constitutionnelle et tant d'autres. Signalons qu'hier mercredi, Denis Kadima avait accordé une audience à la délégation des 6 confessions religieuses venues s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Nous sommes venus leur rendre visite officiellement, nous imprégner de la situation, de savoir un peu ce qui s'est fait et nous rassurer du reste. Nous avons voulu faire entendre des oreilles d'abord du président de la CENI et de tout le monde du bureau que nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel comme nous l'avons promis au peuple congolais et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement pour aucune raison non plus. Et ils nous ont rassurés en nous présentant des éléments qui aussi nous met en confiance de croire que les choses sont faisables à leur niveau, que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. Nous sommes des hommes d'église et le président Denis remplit sa mission au niveau de la CENI en toute liberté et autonomie. On n'a pas de problème. Les représentants des églises des réveils au Congo, Dodo Kamba a promis de prendre langue avec le gouvernement pour se rassurer du reste. Et le plan du budget justement concernant le projet d'équité et de renforcement du système éducatif a été rendu public. C'était au cours de la réunion de la presse présidée mercredi par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba.
60 millions de dollars américains arrêtés comme budget pour l'exercice des activités de l'année 2022, s'agissant du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, PERS en sigle. C'est ce qui a été décidé mercredi 2 février au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage, en présence du ministre des tutelles, Tony Mwabakazadi, qui a présidé cette réunion de PERS, Guy Lombela Wendo, coordonnateur adjoint de PERS, et les représentants du secrétaire général du budget, qui ont tour à tour présenté les plans de ces budgets pour le démarrage de ces activités en ce qui concerne les projets d'équité et de renforcement du système éducatif congolais. Il faut bien comprendre le projet PERS. C'est un projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Cette réunion ici, comme tout projet ou comme toute entreprise, avant de démarrer l'année, il faut établir un budget. Nous avons établi un budget et nous sommes venus devant le comité de pilotage qui a été institué par un arrêté ministériel du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. C'est dans ce cadre que nous sommes venus devant le ministre et tout le comité dans lequel le ministère des Finances est représenté par le secrétaire général, le ministère du Budget par le secrétaire général, la présidence de la République, la primature. Et devant tous ces représentants, nous avons défendu le budget. Avant la validation du plan budgétisé, nous avons évalué l'état d'avancement. Et le projet de la route Uvira-Bukavu dans le sud Kivu était au centre de l'échange entre le président du Sénat et la délégation du corridor central qui travaille sur ce projet d'intérêt stratégique pour la RDC et pour toute la région du corridor central. Fabien Lumbala nous en dit plus. Dieudonné Doukoundane, le secrétaire exécutif de l'agence de transit du corridor et chef de la délégation, a confié au président du Sénat, Modeste Batilukwebo, que les études de faisabilité sont déjà réalisées avec le financement de la Banque africaine de développement et l'heure est à la réflexion afin de mobiliser les fonds pour les travaux proprement dits dans le cadre de la réalisation du projet de la route Uvira-Bukavu dans la province du Sud Kivu. La première section d'Uvira jusqu'à Ruberizi, 50 km, a déjà été couverte. Les rapports définitifs sont déjà déposés et soumis au ministère des Transports et au ministère des Travaux publics ici à Kinshasa. Et la deuxième partie de Ruberizi jusqu'à Bukavu, une longueur de 80 km. Nous avons également mobilisé les fonds pour les études de faisabilité et très prochainement le consultant va se mettre à l'œuvre. Alors l'avantage ou la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que nous ne devrions pas attendre la fin des études de faisabilité jusqu'à Bukavu pour commencer à mobiliser les fonds pour la construction parce que les conclusions des études de la première partie renseignent que c'est un projet rentable, viable à la fois économiquement et financièrement. Il y a plusieurs méthodes ou modèles de financement qu'on peut envisager et son Excellence et très honorable président du Sénat vient de nous assister en étudiant ensemble avec lui l'une des approches qui essaie de réunir dans les jours à venir ici à Kinshasa les ministères et institutions clés. Monsieur Doukoundane a indiqué qu'une fois opérationnelle, cette route va faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda et la Zambie. En Afrique, alors que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont récemment été le théâtre des coups de force menés par des militaires, les dirigeants de la CEDEAO se réunissent en sommet ce jeudi à Accra, au centre des discussions, la situation au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Récit de Crispin Tibinkoufwa. Le dirigeant de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce jeudi 3 février à Accra, alors que 3 pays de cette région frappés par les djihadistes, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, sont dirigés par les militaires putschistes et ont été suspendus de ces instances. L'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée par 4 coups de force en 18 mois, 2 au Mali, 1 en Guinée et le plus récent, il y a moins de 10 jours, au Burkina Faso. Ces pays devraient occuper une place importante lors de ces sommets. Après la visite à Ouagadougou des 2 délégations, chefs d'état-major puis ministres de la région,
qui ont rencontré les nouvel hommes forts du Burkina Faso. La junte burkinabé est très ouverte aux suggestions et aux propositions qui ont été faites par la CEDEAO. Reste à savoir si cette première bonne impression permettra au Burkina Faso, suspendu des instances de la CEDEAO depuis vendredi, d'éviter des sanctions plus importantes. Outre les Burkina, la situation au Mali voisin, également en proie à la violence djihadiste, sera aussi étudiée au sommet d'Accra. La CEDEAO a lourdement sanctionné en janvier la junte du colonel Assimi Goïta, portée à la tête du Mali par un premier coup d'État en août 2020, et intronisé président de la transition à la suite d'un second putsch en mai 2021. Ces sanctions, fermeture des frontières de la CEDEAO, embargo sur les échanges commerciaux et transactions financières notamment, punissent le projet des militaires de continuer à gouverner pendant plusieurs années et l'engagement non tenu d'organiser en février des élections qui auraient ramené des civils à la tête du pays. La question de la Guinée, également suspendue des instances de la CEDEAO, devrait être abordée à Accra. Le colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis un coup d'État en septembre, est visé avec les membres de sa junte par des sanctions. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils tout en refusant de se laisser dicter un délai pour la transition. Enfin, un quatrième pays ouest-africain devrait s'inviter à l'ordre du jour du sommet, la Guinée-Bissau, visée mardi par un coup d'État avorté qui a fait plusieurs morts et blessés graves selon le président Umaro Sissoko Embalo. Et c'est les sports à présent. Le Sénégal est le premier à se qualifier en finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire 3 buts à hier face au Burkina Faso. Les Lions de la Teranga vont tenter de chercher leur premier sacre ce dimanche face au vainqueur du match Cameroun-Égypte. S'est montré décisif dès l'entame du match pour se démarquer face à un adversaire qui s'est réservé et misé sur des contre-attaques. Et en Vodacom Ligue 1, pour terminer cette fois, le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer l'étoile du Kivu ce jeudi au stade Kibasa Maliba. Les cheminots qui sont 3e au classement avec 34 veulent s'imposer face à un adversaire difficile à manœuvrer pour consolider leur place au podium. On écoute la réaction d'avant-match du coach Christian Braconi. On s'attend déjà à un match assez défensif de la part de cette équipe. On s'est préparé pour cette circonstance avec des entraînements basés sur des attaques placées, avec un bloc adverse bas. Donc essayer de trouver des solutions justement parce qu'on sait qu'on va être confronté à une équipe qui va être rigoureuse. Elle prend vraiment pas beaucoup de buts, elle en marque pas beaucoup mais elle en prend pas beaucoup. Donc on s'attend à un match très compliqué, très difficile avec peu d'espace. Donc les exercices et les jeux d'entraînement étaient faits justement pour qu'on essaie de trouver des solutions à l'intérieur d'un bloc équipe assez regroupé, avec du jeu sur les côtés, des centres et puis de la finition. C'est ce qui nous a manqué énormément et fait défaut contre Chikunku. Je pense qu'on a, malgré la bonne prestation, on aurait pu marquer beaucoup de buts et gagner ce match. Malheureusement, on a buté systématiquement sur leur défense et j'espère que ce match de demain sera différent, en tous les cas en termes d'occasions marquées. Oui, non, on a été vraiment, tout le monde était déçu, bien évidemment, tout le monde était déçu, notamment dans le vestiaire juste après le match. Il y a toujours des moments où les émotions sont fortes après les matchs. Je dis toujours qu'il y a 3 temps. Le premier temps, c'est les émotions. Contre Vita, on avait des émotions formidables. Contre Chikunku, c'était beaucoup plus triste, bien sûr, mais c'est quand même des émotions. Puis après, il y a un temps pour l'analyse de ce qui a été, ce qui n'a pas été, puis un temps aussi pour préparer le prochain match. Donc, on a vite évacué le résultat et on s'est vite penché sur le prochain match avec un travail conséquent, avec aussi une grosse charge physique, parce que il faut aussi qu'on puisse être capable de mettre beaucoup de rythme, de l'intensité, de l'impact dans nos matchs pour affaiblir l'adversaire. Place au rappel des titres à présent. Aucune responsabilité établie jusque-là par le gouvernement après le drame de Matadi Kibala. Le président de la République était au lieu du tragique accident hier en début de soirée. Et autre drame, le massacre des déplacés Emma dans le camp de Boulé à Djougou. Les députés nationaux de l'Ituri ont condamné cet acte d'une rare barbarie avant de demander le classement de la milice Codeco sur la liste noire des organisations terroristes. La CENI a présenté ce jeudi sa feuille de route en vue des élections de 2023. Denis Kadima a évoqué les éléments qui pourraient avoir une incidence sur les élections. Il y a notamment la faiblesse dans les moyens logistiques et le financement.
Et en sport, le Sénégal est le premier à être qualifié pour la finale de la CAN 2021. Les Lions de la Teranga ont arraché leur victoire au Burkina Faso qu'ils ont battu 3-1. Le Sénégal pourrait affronter soit le Cameroun, soit l'Égypte, dont les résultats de la rencontre est attendu ce soir. Restez avec nous pour la revue de presse. Et bienvenue si vous nous rejoignez, si vous l'avez compris, c'est la revue de presse et c'est avec Bédrine Kenge qui a déjà fait son entrée. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Kouabourandi. À la une, drame de Matadi Kibala, ces sujets est à lire à la une de plusieurs sites et journaux. Tout à fait Gaëtan, cette tragédie qui a causé la mort de 26 personnes par électrocution suite à la section d'un câble haute tension au quartier Matadi Kibala a provoqué une onde de choc à travers le pays. Radio Capi.net renseigne que les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition ont réagi. La première dame Denise Niakerou, mais aussi Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président de la République, ont eu chacune des mots de compassion pour les victimes et leurs familles. Fayoulou a exprimé sa douleur. De son côté, Moïse Ketumbi, dévasté, demande à la SNEL d'assumer ses responsabilités, celle de renouveler son réseau vétuste et dangereux, a ajouté les leaders d'Ensemble pour la République. Toute la lumière sera faite sur les causes de ce drame et les responsables devront en répondre, réagir enfin le président de la République cité par digitalcongo.net pour justement soulager tant soit peu les victimes de ce sinistre. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a été instruit de son côté de délocaliser ce marché le plus vite que possible. Et pour parler de ce mercredi noir, Forum des As s'exclame à sa une tragédie pourtant évitable dans la mesure où certains observateurs constatent avec amertume que la République démocratique du Congo n'a pas une politique préventive. Gaëtan, pour le confrère, nous parlons de Matadi Kibala parce qu'il y a eu des morts. Une simple promenade de santé à travers la ville suffit pour constater qu'il existe plusieurs coins de la capitale où les habitants sont exposés à une catastrophe éventuelle, d'où la SNEL n'est pas le seul coupable, mais aussi des experts en bâtiment. Des architectes dénoncent pour ce faire la passivité observée dans les secteurs de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. En croire un Forum des As dans une autre page, dans un communiqué signé par Fiyou Ndondoboni, président de l'Ordre des architectes, l'ONA a qualifié ce drame de la pire conséquence du manque du respect des normes urbanistiques sous les lignes d'électricité à haute tension et face aux constructions anarchiques, l'occupation et spoliation des emprises publiques et les morcellements de micro-parcelles de personnes par des personnes non habilitées du service du ministère de l'Urbanisme. L'ONA interpelle donc l'autorité publique et rappelle également l'urgente nécessité de convoquer les états généraux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ainsi que des affaires foncières afin de réfléchir sur les réformes qui devraient aboutir à la promulgation d'un code d'urbanisme dont la mise en œuvre permettra donc de réguler efficacement ce secteur et réduire tant soit peu les risques. Et en dehors de nos frontières, la CEDEAO examine la situation des putschs dans 4 pays africains. Oui, Gaëtan, en attendant le verdict de la CEDEAO sur la situation du Burkina Faso, les putschistes ont eu une réunion avec les membres des partis politiques hier. Et lors de cette rencontre, les militaires au pouvoir ont taxé les politiques d'être à la base du chaos qui s'est installé au pays. Ils seront donc hors jeu, à en croire le Faso.net qu'il évoque avec un air marrant. Coup d'État du MPSR au Burkina vers un chômage technique des partis politiques, s'exclame-t-il. Pour consolider les pouvoirs que les militaires détiennent par force, ils ont procédé à un réaménagement à la tête de l'armée. Le couvre-feu instauré depuis les putschs a été levé. Les frontières terrestres rouvertes pour les délégations spéciales, constate cette fois-ci Burkina24.com. Et comme annoncé le mardi dernier, les dirigeants d'une Afrique de l'Ouest déstabilisés par le coup d'État, Gaëtan, vous le savez plus que moi, participent au sommet d'Accra au Ghana ce jeudi, souligne Maliweb.net pour sa part, où il table sur les 4 putschs enregistrés en 18 mois seulement, 2 au Mali, 1 en Guinée et le plus récent, il y a quelques jours au Burkina Faso. Certains chefs d'État africains, en l'occurrence Macky Sall du Sénégal, a qualifié de tenter les mandats du chef de l'État
à la tête de l'Union africaine suite à la passivité de sa diplomatie. Au grand journal de s'interroger des attentes des Congolais avec l'avènement du président Tshisekedi à la tête de la CEAC après avoir présidé l'Union africaine. Et selon les confrères, certes que les pays a des atouts, mais il doit lever nombreux obstacles en s'interrogeant, en s'intégrant plutôt économiquement afin de bien jouer son rôle de leader de cette organisation sous-régionale. Et pour terminer, crise Russie-Ukraine, Moscou s'est prononcé. Effectivement, Gaëtan, la Russie appelle les États-Unis à cesser d'aggraver la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine au lendemain de la décision américaine d'envoyer 3000 soldats supplémentaires en Europe de l'Est, rapporte 7sur7.be. Nous appelons nos partenaires américains à cesser de nourrir les tensions, a dit les porte-parole du Kremlin. Selon lui, l'inquiétude de la Russie est claire et parfaitement justifiée, étant donné que ce sont des Américains qu'on envoie dans des pays européens, précisément autour de l'Ukraine. La veille, la diplomatie russe avait jugé destructive l'annonce de l'envoi de ces renforts pour attaquer les forces russes en cas où Moscou envahissait l'Ukraine. Merci Bédine Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant, Gaëtan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et n'oubliez pas d'être toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. L'association socioculturelle Bouinoï Bantou, regroupant les ressortissants du territoire de Malembankoulou, siège social numéro 701, bâtiment Léopold, avenue Kassavoubou, dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, est consterné d'annoncer du décès du révérend pasteur Mujinga Eli. La mutuelle socioculturelle Bouino Ibantou et son président national, l'honorable Jetro Muyombi Chimbu, adresse ses condoléances les plus attristés à la famille biologique et l'illustre et icône disparue, que la terre de nos ancêtres sur laquelle ce patriarche serviteur de Dieu a laissé ses indélébiles traces lui soit douce et légère. Mingilo yenu, yomwa ingile ya jimiseke yomwa kunine, ikavulukwana bakashala. Et c'est signé Bouino Ibantou, Jetro Muyombi Chimbu, président national.